Il existe des gens dont on n'écrit pas dans les journaux, des gens dont on ne prononce pas le nom à voix haute, même ceux qui leur doivent la vie. Un tel homme entra un jour dans le bureau du Premier ministre et prononça seulement quelques mots. « Je t'ai apporté un cadeau. Eichmann est là. » Derrière cette phrase se cachaient des années de traque, des milliers de kilomètres de surveillance et un homme discret, effacé, mesurant moins d'1,60 m, qui changea l'histoire à lui seul. Isser Harel naquit en 1912 à Riga, dans une famille juive qui vivait à une époque où le mot même de juif dans l'Empire russe signifiait restriction, pogrom et sentiment permanent que personne ne garantissait votre place ici. La révolution n'apporta pas la libération, mais un nouveau chaos, simplement avec d'autres slogans. Pour sa famille, comme pour des centaines de milliers d'autres familles juives, c'était une époque où il fallait choisir, s'adapter ou chercher une autre voie. À 21 ans, Isser partit en Palestine. C'était le choix délibéré d'un homme qui avait compris l'avenir devait se construire là où les Juifs répondaient eux-mêmes de leur destin. La Palestine des années 30 n'était pas une terre promise au sens confortable du terme. Marais, malaria, affrontements constants avec les formations arabes, restrictions britanniques à l'immigration. Le jeune Isser travaillait dans les fermes, vivait dans des colonies communautaires et apprenait l'hébreu avec la même méthode avec laquelle il construirait plus tard des réseaux d'agents. Il ne buvait pas, ne fumait pas, dormait 4 à 5 heures par nuit. Son bureau était toujours meublé au minimum. Une table, une chaise, des documents. Aucun luxe, aucun superflu. Les gens qui travaillaient avec lui se rappelaient qu'il n'exigeait jamais des autres ce qu'il ne faisait pas lui-même. Ce n'était pas une modestie ostentatoire, c'était sa véritable nature. C'est précisément en Palestine qu'il commença à travailler dans les structures clandestines de sécurité de la communauté juive. Les autorités britanniques ne permettaient pas aux Juifs de créer des structures de force officielles. Tout se construisait donc dans l'ombre, sur la conspiration, sur la confiance entre les gens. Harel se trouva dans ce milieu à sa place. On le remarqua non pour ses discours tonitruants, mais pour sa précision, sa capacité à tenir l'information et son aptitude à prendre des décisions là où d'autres hésitaient. Quand en 1948 Israël devint un État, il avait déjà un nom dans les cercles qui comptaient. L'homme qui n'avait jamais cherché la notoriété publique, mais à qui l'on confiait ce qu'il y avait de plus important. Le jeune État d'Israël n'existait que depuis quelques semaines, quand il se heurta à une menace qu'il n'attendait pas de l'extérieur, mais qu'il découvrit en son sein. L'Irgun, une organisation armée sous le commandement de Menahem Begin, attendait un navire chargé d'armes et de combattants. L'Altalena se dirigeait vers les côtes d'Israël avec une cargaison officiellement destinée à renforcer la jeune armée. Mais Ben Gourion comprenait, si ces armes contournaient le commandement centralisé et parvenaient directement à l'Irgun, Israël se retrouverait avec une faction armée à l'intérieur de l'État, vivant selon ses propres règles. L'ordre d'arrêter le navire fut donné à Harel. Cette décision coûta des vies, des Juifs tiraient sur des Juifs. Pour beaucoup, ce fut un traumatisme indélébile. Pour Harel, un choix lourd, mais le seul possible. L'État contrôle soit le monopole de la force, soit il n'est pas un État. Il exécuta l'ordre, sans hésitation, mais sans joie. C'est alors que Ben Gourion comprit définitivement qui était Isser Harel, l'homme à qui l'on pouvait confier ce que d'autres ne pourraient pas faire. En 1948, Harel prit la tête du Shin Bet, le service de sécurité intérieure, et en 1952, survint ce qui n'était jamais arrivé avant ni après dans l'histoire des services de renseignement israéliens. Il dirigea simultanément le Mossad, le renseignement extérieur. Un seul homme tenait entre ses mains les deux services à la fois. Le titre officiel sonnait comme Memouné, coordinateur des services de renseignement. En pratique, cela signifiait que tout le système de renseignement du jeune État se concentrait en un seul homme, mesurant environ 1,50 m, au regard d'acier et à la voix qui faisait se redresser les subordonnés. Ceux qui travaillaient à ses côtés disaient « il n'élevait jamais la voix sans raison ». Mais quand il parlait doucement, en regardant droit dans les yeux, c'était plus effrayant que n'importe quel cri. Il bâtissait ses services sur des principes de conspiration rigoureuse, de dévouement personnel à la cause et de tolérance zéro pour la négligence.
Chaque fuite, chaque erreur était analysée jusqu'au fond. Il voulait savoir non seulement ce qui s'était passé, mais pourquoi et qui portait la responsabilité. C'est précisément à cette époque, en 1956, que le Mossad conduisit l'une des opérations de renseignement les plus retentissantes de la guerre froide, et le fit discrètement, sans tirer un seul coup de feu. Ses agents réussirent à obtenir le texte intégral du rapport secret de Khrouchtchev au 20e congrès du PCUS, celui-là même où le dirigeant soviétique dénonçait le culte de la personnalité de Staline. Le rapport que l'Union soviétique gardait dans le secret le plus strict se retrouva entre les mains du renseignement israélien avant que son contenu ne soit connu de la majorité des membres du Parti communiste lui-même. Harel transmit le texte à la CIA. Ce geste posa les bases d'une coopération de longue date entre les deux services de renseignement et montra au monde qu'un petit État au Moyen-Orient savait jouer au niveau des superpuissances. À la fin des années 50, des informations tombèrent sur le bureau de Harel qui l'empêchaient de dormir. Non parce qu'il était sentimental, il ne l'avait jamais été, mais parce qu'il s'agissait d'un homme dont le nom était synonyme de l'extermination organisée de millions de Juifs. Adolf Eichmann, l'un des principaux architectes des déportations vers les camps de la mort, vivait quelque part en Amérique du Sud sous une fausse identité. Il vivait tranquillement, élevait des enfants, allait au travail. Les services de renseignement occidentaux le savaient et ne se pressaient pas. Ils avaient d'autres priorités, la guerre froide, l'affrontement nucléaire, la grande politique. Les criminels nazis installés en Argentine, dans ce système de coordonnées, étaient une question secondaire. Pour Harel, non. Il avait grandi dans un monde où les Juifs étaient anéantis méthodiquement et bureaucratiquement, avec des documents et des horaires de train. Eichmann était le visage de ce système. Lui permettre de mourir de sa belle mort dans la banlieue de Buenos Aires signifiait pour Harel quelque chose de plus grand qu'un échec du renseignement. Ce serait une trahison envers chacun de ceux qui avaient péri. L'opération fut préparée dans les conditions du secret absolu. Harel contrôlait personnellement chaque étape. Le groupe était restreint, des professionnels en qui il avait confiance. La mission sonnait formellement simplement établir l'identité, confirmer la localisation, capturer et livrer vivant en Israël. En pratique, cela signifiait travailler dans un pays étranger, sans couverture diplomatique, avec un droit à l'erreur nul. Si quelque chose avait mal tourné, aucune reconnaissance officielle n'aurait suivi. Israël aurait simplement tout nié. Mais il y avait encore un détail qui torturait Harel séparément. Dans le même quartier de Buenos Aires, selon les informations disponibles, se trouvait Joseph Mengele, le médecin d'Auschwitz que les survivants appelaient l'ange de la mort. L'homme qui conduisait des expériences sur des êtres humains avec le même détachement qu'on étudierait des insectes. Harel savait que Mengele était quelque part tout près, et il avait une chance, peut-être la seule de sa vie, de tenter de prendre les deux. Il refusa. Cette décision lui coûta beaucoup, et il ne le cacha ni alors ni après. La logique était implacable. Toute tentative d'opération parallèle augmentait le risque d'échec de l'opération principale. Si les autorités argentines ou l'entourage d'Eichmann avaient senti la surveillance prématurément, tout se serait effondré. Eichmann aurait pu fuir. Or, Eichmann était la priorité. Harel choisit la certitude et paya en voyant Mengele s'échapper. Pour toujours. L'ange de la mort mourrait de sa belle mort au Brésil près de 2 décennies plus tard, sans jamais répondre de ses actes. Harel le regretta jusqu'à la fin de sa vie, non comme une erreur stratégique, mais comme une blessure personnelle jamais refermée. Mai 1960. Harel prit une décision qui, selon tous les standards du renseignement, était hors du commun. Le directeur du renseignement ne vole pas en personne pour diriger une opération de terrain. Cela contrevient à toutes les règles. Le directeur en sait trop, sa capture ou son échec signifie une catastrophe pour tout le service. Mais Harel acheta un billet pour Buenos Aires et y vola lui-même. Parce que pour lui, ce n'était pas simplement une opération, c'était une affaire personnelle.
L'Argentine, à cette époque, était un pays où d'anciens nazis se sentaient en relative sécurité. Perón avait créé pour eux un environnement favorable dès les années 40. Et bien que la situation politique eût changé depuis lors, le réseau de ceux qui les abritaient n'avait nulle part disparu. Eichmann vivait sous le nom de Ricardo Clement dans la banlieue de Buenos Aires, dans une maison modeste, travaillait dans l'usine de la compagnie Mercedes-Benz. Un homme ordinaire d'âge mûr, rien de remarquable. Ses propres voisins n'avaient aucune idée de qui vivait à côté d'eux. Le groupe de Harel travailla dans la ville pendant plusieurs semaines. La surveillance était conduite méthodiquement. Chaque itinéraire, chaque habitude, chaque déplacement était consigné et vérifié. Harel instruisait personnellement les hommes, recevait personnellement les rapports, prenait personnellement les décisions à chaque étape. Il louait des appartements de conspiration, coordonnait la logistique, calculait les variantes d'évacuation. Tout cela dans une ville étrangère, en espagnol qu'il ne maîtrisait pas parfaitement, dans des conditions où le moindre faux pas pouvait se transformer en scandale international et en échec de l'opération. Le 11 mai au soir, Eichmann rentrait du travail, comme il le faisait chaque jour. Le bus, la promenade à pied jusqu'à la maison, l'itinéraire habituel. C'est précisément cette habitude qu'utilisa le groupe de capture. Alors qu'il marchait dans la rue, on l'arrêta, on le poussa dans une voiture et on l'emmena vers un appartement conspiratif. Tout prit quelques secondes. Aucun coup de feu, aucun bruit, aucun témoin. L'un des hommes les plus recherchés du monde fut immobilisé et amené en lieu sûr avant que quiconque ait eu le temps de comprendre ce qui s'était passé. Dans l'appartement, Harel le rencontra en personne. Eichmann ne nia pas son vrai nom. Il comprit que c'était inutile. Il demanda si on lui permettrait de dormir. Harel regardait cet homme, d'âge mûr, fatigué, sans rien de remarquable, et pensait que c'était précisément cet homme qui avait signé les ordres selon lesquels les trains emmenaient les gens vers les chambres à gaz. Des millions de gens. Méthodiquement, planifiés, avec des rapports et des statistiques. Mais la capture n'était que la moitié de la tâche. Il fallait maintenant faire sortir Eichmann d'Argentine vivant, vers un pays qui, officiellement, ne conduisait aucune opération et ne pouvait en conduire. Les autorités argentines, apprenant ce qui s'était passé, auraient inévitablement déclenché un scandale, et elles le firent, mais plus tard. La solution fut trouvée par l'aviation civile. On déguisa Eichmann, on l'administra de sédatifs, et on le conduisit à bord de l'avion de la délégation israélienne qui rentrait en Israël après une visite officielle à l'occasion de l'anniversaire de la proclamation de l'État. Il monta à bord comme un membre d'équipage ne se sentant pas bien. Les gardes-frontières ne soupçonnèrent rien. Quand l'avion franchit la frontière de l'espace aérien argentin, Harel s'accorda quelques minutes de silence. Puis il rédigea un court message vers Tel Aviv. La cargaison est livrée. Et quand ils atterrirent et qu'il entra dans le bureau de Ben Gourion, il ne prononça qu'une seule phrase. « Je t'ai apporté un cadeau. Eichmann est là. » Ben Gourion, selon les témoignages de ceux présents, ne trouva pas immédiatement ces mots. Pour un homme qui avait vécu la création de l'État à travers la guerre et les pertes, c'était un moment d'une autre nature, le moment où l'histoire présentait enfin la note à celui qui pensait lui avoir échappé pour toujours. Le procès d'Eichmann à Jérusalem fut le premier procès au monde à être retransmis à la télévision. Des survivants du monde entier vinrent témoigner. Pour la première fois, ce qui s'était passé dans les camps de la mort fut prononcé à voix haute, au tribunal, avec des preuves, devant le monde entier. Eichmann fut reconnu coupable et exécuté en 1962. C'est le seul cas dans l'histoire d'Israël où l'État a exécuté une condamnation à mort. Le triomphe de l'opération Eichmann aurait pu être le point final de la carrière de n'importe quel autre homme. Harel ne pensait pas en ces termes. Tandis que le monde entier discutait de l'audace du renseignement israélien, il regardait déjà vers la prochaine menace. Et cette menace vint d'où il ne l'attendait pas, non des armées arabes, ni de l'espionnage soviétique, mais d'ingénieurs allemands en blouse blanche travaillant près du Caire. Au début des années 60, le président égyptien Nasser lança un programme de création de missiles balistiques. Pour le réaliser,
Il engagea des dizaines de scientifiques et d'ingénieurs ouest-allemands, des hommes d'expérience, de savoir, et dans certains cas avec un passé nazi qu'il préférait ne pas étaler. Les missiles étaient destinés à frapper le territoire israélien. Nasser en parlait ouvertement, sans euphémisme diplomatique. Selon les informations des services de renseignement, les ogives pouvaient contenir des composants chimiques et biologiques. Harel reçut cette information et l'aperçut avec la même colère qu'il avait autrefois ressentie en apprenant l'existence d'Eichmann. Pour lui, ce n'était pas une menace militaire abstraite, c'était la continuation de la même logique d'extermination, simplement avec d'autres exécutants et d'autres instruments. Sa position était sans ambiguïté. Les spécialistes allemands construisant des armes pour un régime menaçant ouvertement les Juifs devaient être arrêtés physiquement. Harel voulait déployer une campagne de pression directe, menaces, explosions de colis, opérations ciblées contre des individus précis. Il était convaincu que seule une menace réelle contre leur sécurité personnelle forcerait ces scientifiques à abandonner leur travail et à quitter l'Égypte. Les notes diplomatiques dans cette équation ne fonctionnaient pas. Harel le voyait très clairement. Ben Gurion pensait autrement. L'Allemagne de l'Ouest, au début des années 60, était un partenaire stratégique d'Israël, un pays qui versait des réparations, fournissait des armes et soutenait le jeune État sur la scène internationale. Des opérations publiques contre des citoyens allemands, même travaillant pour un régime hostile, pouvaient détruire ces relations. Ben Gurion n'était pas prêt à payer ce prix et interdit à Harel d'agir comme celui-ci l'estimait nécessaire. La tension entre eux s'accumula pendant des mois. C'était la collision de deux hommes qui avaient construit l'État ensemble pendant plus de 10 ans et regardaient une même menace depuis des positions fondamentalement différentes. Harel voyait des complices nazis créant une nouvelle arme contre les Juifs et ne comprenait pas comment on pouvait peser cela dans la balance de la diplomatie. Ben Gurion voyait un homme d'État, obligé de calculer les conséquences de chaque pas dans le système des relations internationales. Aucun des deux n'avait tort dans sa logique, mais leur logique ne coïncidait plus, et cela rendait tout compromis impossible. Les agents du Mossad agissaient pendant ce temps déjà en Europe. Plusieurs scientifiques allemands reçurent des menaces. L'un fut blessé dans l'explosion d'un colis. Les opérations se conduisaient dans une zone grise, sans ordre officiel direct. C'est précisément cela qui devint le point de rupture entre Harel et Ben Gurion. Le Premier ministre exigea l'arrêt des opérations. Harel refusa de changer son évaluation de la menace. Quand deux hommes de tel caractère s'obstinent dans des directions opposées, l'histoire se termine toujours de la même façon. En 1963, Harel vint chez Ben Gurion et posa les clés sur la table, sans long discours, sans tentative de négociation. L'homme qui avait bâti les deux principaux services de renseignement du pays pratiquement de zéro, qui avait dirigé l'opération que le monde entier qualifiait d'impossible, s'en alla en un seul jour. Discrètement, sans déclaration publique et sans appel à l'opinion publique. Simplement parce que travailler dans des conditions où l'on cessait de lui faire confiance dans son propre jugement sur la sécurité de l'État, il ne le considérait pas possible. Ben Gurion ne tenta pas de le retenir. Une amitié de longues années se termina par l'un qui posa les clés sur la table et l'autre qui garda le silence. Après sa démission, Harel se retrouva dans une position qui lui était inhabituelle et inconfortable. Il était visible, non dans l'ombre, non derrière des portes closes, non dans le rôle de l'homme dont seuls quelques-uns savaient l'existence. Il était désormais simplement un citoyen du pays qu'il avait lui-même protégé pendant plus de 15 ans. Cela exigeait une reconversion, et Harel se reconvertit avec la même méthode avec laquelle il faisait tout le reste. Au milieu des années 60, il entra en politique. Il devint député à la Knesset, le Parlement d'Israël. Ce semblait être un pas logique pour un homme avec une telle expérience et une telle compréhension des questions de sécurité de l'État. En pratique, tout s'avéra différent. Harel se sentait mal à l'aise au Parlement et ne le cachait pas. La politique exigeait la notoriété publique, des compromis, la capacité de parler de façon à plaire à des gens différents simultanément. Tout cela était l'exact opposé de ce qu'il avait fait toute sa vie. Le renseignement travaille dans le silence, le résultat existe ou n'existe pas. Le Parlement travaille dans le bruit, et le résultat peut toujours y être interprété différemment.
Pour un homme de caractère comme Harel, c'était presque physiquement insupportable. Il siégea à la Knesset pendant quelques années, participa aux débats sur les questions de sécurité, essaya de faire valoir sa position par les canaux officiels. Mais l'influence qu'il avait dans le renseignement, l'influence de l'homme dont la parole était dernière, ne fonctionnait pas au Parlement. Là, chacun avait son dernier mot. Harel comprit cela assez vite et prit une autre décision sur la façon d'utiliser ce qu'il possédait. Il commença à écrire. Le premier livre, La maison de la rue Garibaldi, parut en 1975 et devint le premier compte-rendu public détaillé de l'opération de capture d'Eichmann. Harel écrivait à la première personne, avec des détails, une chronologie, des observations personnelles. Le livre devint une sensation, non parce que les gens ne savaient pas ce qu'avait été l'opération, mais parce que personne n'en avait parlé auparavant de l'intérieur, de la voix de l'homme qui s'était lui-même tenu dans cet appartement conspiratif à Buenos Aires et avait regardé Eichmann dans les yeux. Après le premier livre vinrent les autres. Au total, il en écrivit 10, sur les opérations de renseignement, sur les principes du travail des services secrets, sur des épisodes concrets qu'il jugeait importants pour comprendre l'histoire de l'État. Ce n'était pas de la littérature mémorielle au sens ordinaire, pas de la nostalgie ni de l'auto-glorification. Harel écrivait comme il travaillait, avec précision, sans mots superflus, en se concentrant sur l'essentiel. Chaque livre était une tentative de transmettre ce qu'il savait aux gens qui devaient le savoir. Une sorte de rapport de renseignement, adressé non au Premier ministre, mais à l'histoire. Dans ces livres transparaissait l'homme que le public n'avait pas vu auparavant. Harel écrivait sur ses doutes, notamment à propos de Mengele, de l'opération en Argentine, du choix qu'il avait fait en refusant de risquer l'opération pour une deuxième cible. Il ne se justifiait pas et ne cherchait pas la sympathie. Il constatait simplement, il y avait un choix, il le fit, Mengele s'échappa, et cela resterait avec lui pour toujours. Une telle honnêteté chez un homme de sa profession était rare, et c'était précisément elle qui faisait de ses livres quelque chose de plus grand que de simples mémoires d'un vétéran du renseignement. Parallèlement, il continuait de suivre ce qui se passait dans les services de renseignement israéliens. Il n'intervenait pas directement, le temps était passé, mais il commentait, analysait, critiquait parfois. Il voyait comment le Mossad changeait, comment les menaces changeaient, comment le monde autour d'Israël changeait. Et dans chacune de ses déclarations publiques, il restait fidèle à un principe qui n'avait pas changé depuis qu'il travaillait dans les fermes de Palestine des années 30. La sécurité de l'État n'est pas un sujet de compromis, et ceux qui en sont responsables doivent être prêts à payer n'importe quel prix personnel. Il existe des choses qu'un homme construit pendant des décennies et qui continuent de fonctionner après qu'il n'est plus là. Le Mossad, tel que le monde le connaît aujourd'hui, avec sa réputation de l'un des services de renseignement les plus efficaces de la planète, avec des opérations étudiées dans les manuels de stratégie, avec un nom qui est lui-même un instrument de pression, est en grande partie une construction de Harel. Non de façon métaphorique, littéralement. Quand il arriva dans le renseignement israélien, aucun système unifié n'existait. Il y avait des structures séparées, des hommes séparés, des opérations séparées, sans architecture commune, sans standard uniforme, sans principe qui fonctionnerait indépendamment de qui siégeait précisément à quel poste. Harel bâtissait ce système comme on construit un édifice, depuis des fondations. Les principes de conspiration, de recrutement, de travail avec les agents, de réaction aux échecs, tout cela se formait dans les années où il tenait simultanément entre ses mains le Mossad et le Shin Bet. Son approche du renseignement était fondamentalement différente de celle des services secrets des superpuissances. Israël ne disposait pas des ressources de la CIA ou du KGB, ni des budgets, ni des effectifs, ni du poids diplomatique. Harel comprit cela dès les premiers jours et bâtit un système fondé sur d'autres avantages. La précision ciblée plutôt que l'ampleur. La motivation personnelle des agents plutôt que la machine bureaucratique.
la disposition aux solutions non conventionnelles là où les grands services appliquaient des instructions. Il recrutait des gens non sur la base de formulaires. Il regardait comment un homme pensait sous pression, comment il prenait des décisions dans une situation où il n'y avait pas de bonne réponse. Ce sont précisément ces principes qui formèrent la base de ce que fit le Mossad après Harel. L'opération d'élimination des commandants de l'organisation Septembre Noir après la tragédie de Munich en 1972, l'opération Colère de Dieu, était construite sur la méthodologie qu'avait posée Harel. Des opérations ciblées dans des pays étrangers, des traces minimales, le secret absolu, la responsabilité personnelle de chaque participant. C'était son écriture, même quand lui-même n'était plus dans ses murs. La réputation du Mossad comme service capable d'atteindre un homme en tout point du globe ne naquit pas en un jour. Elle se construisit opération après opération, décision après décision, et les premières de ces décisions furent prises par Harel. La capture d'Eichmann en Argentine ne fut pas seulement un succès du renseignement. Ce fut une déclaration sur ce qu'est Israël et de quoi cet État est capable quand il s'agit de protéger les siens. Ce signal fut entendu, par les adversaires comme par les alliés. Dans les dernières années de sa vie, Harel accordait de rares interviews. Il parlait peu, choisissait ses mots soigneusement, une habitude dont les hommes du renseignement ne se débarrassent pas. Mais dans l'une de ces conversations, quand on lui demanda ce qu'il considérait comme le principal résultat de son travail, il répondit sans hésiter « Non, les opérations concrètes. Non, la capture d'Eichmann. Non, le rapport Khrouchtchev. Ce qu'il considérait comme principal, c'est que l'État avait survécu. Que dans ces années les plus vulnérables, quand tout autour n'était qu'ennemis et incertitudes, il avait eu des hommes prêts à faire ce qui était nécessaire, non pour la gloire, non pour la carrière, mais parce qu'il n'y avait pas d'autre façon. Yasser Harel mourut en novembre 2003 à l'âge de 91 ans. Israël lui rendit les honneurs d'État. Mais son véritable monument ne fut pas cela, mais le service qu'il construisit et qui continue de fonctionner. Chaque opération du Mossad, chaque décision prise dans une situation sans droit à l'erreur, chaque agent entraîné à penser plus vite et plus précisément que l'adversaire, tout cela est le prolongement de ce qu'avait commencé le petit homme de Riga, arrivé en Palestine les poches vides et avec la conviction d'acier que les Juifs devaient avoir un État capable de se défendre.